Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Jean-Noël Tron, qui malheureusement, pour des raisons d'imprévu, a été obligé de rester en France. Et donc je vais juste le présenter et il va nous rejoindre via Skype. Donc Jean-Noël Tron, bonjour, bonsoir. Euh, Vive les nouvelles technologies, effectivement. Donc c'est le président de la SACEM, un des spécialistes les plus reconnus du domaine des industries culturelles et créatives, qu'on nomme aujourd'hui les ICC. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, d'abord, je voudrais saluer tous les amis présents et en particulier notre ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor et vous présenter à tous mes plus profonds regrets de ne pas pouvoir être avec vous. Pour tout vous dire, je suis sorti là d'une réunion exceptionnelle de mon conseil d'administration où je vais retourner dans une petite quinzaine de minutes. La collectivité des auteurs en France est effectivement en ce moment soumise à un conflit très compliqué avec le groupe Canal+, et donc je n'ai malheureusement pas pu en dernière minute honorer l'engagement que j'avais pris vis-à-vis d'Olivier de venir parmi vous. Et croyez que je le regrette beaucoup parce que mon dernier voyage en Tunisie m'avait donné l'occasion de vraiment de confirmer, je le dis pour les Français dans la salle, ce que notre ambassadeur vient de vous dire. Pays formidable, pays d'innovation, et j'aurais voulu par ma présence personnelle apporter comme ça un petit message de plus d'encouragement et un témoignage. Alors, comme on me l'a demandé, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ça va? Comme on me l'a demandé, d'abord, je vais essayer d'être bref, puis je vais essayer d'être concret, qu'on parle digital, et je vais le faire de trois manières. D'abord, je vais vous dire quelques mots de mon parcours, qui effectivement s'est beaucoup inscrit autour du digital, et notamment aujourd'hui à la tête de la première société d'auteurs au monde, qui est la SACEM, qui est d'un peu plus de 165 000 membres, et qui d'ailleurs est la première société d'auteurs du monde arabe. Et nous avons la fierté de compter d'ailleurs un grand nombre de nos sociétaires qui sont tunisiens. Je vais vous dire quelques mots de ma carrière. Je parlerai ensuite de l'importance des industries culturelles et créatives, parce que je suis convaincu que c'est un potentiel décisif pour le développement de la Tunisie, en particulier autour du numérique. Et enfin, quelques mots pour vous expliquer pourquoi nous sommes, nous, aujourd'hui au cœur de la transformation digitale, du big data, et notamment des plus grosses innovations, en particulier ce qui est familier à beaucoup d'entre vous dans les grandes nouveautés comme les blockchains. Alors, quelques mots sur mon parcours. Comme vous l'avez très gentiment dit en introduction, moi je viens du numérique, j'ai commencé ma carrière dans une entreprise américaine, Andersen Consulting, qui s'appelle aujourd'hui Accenture. J'ai commencé à apprendre à programmer en COBOL, langage qui doit encore dire quelque chose à certains parmi vous. Donc je viens de l'informatique et j'ai pendant 5 ans, entre 1997 et 2002, été le conseiller du Premier ministre de la France pour toute la politique Internet de la France. En 1997, la France comptait un peu moins de 300 000 utilisateurs d'Internet. Et pour ceux d'entre vous dans la salle, à peu près tous qui doivent s'en souvenir, s'ils étaient déjà nés, à l'époque, l'accès, c'était le Minitel. On payait l'Internet à la minute. Et la France était la lanterne rouge des pays développés pour l'équipement de l'ordinateur. Donc on avait un vrai problème de retard. Et pendant 5 ans, on a mis le paquet. Cette politique que j'ai menée, on en fêtait d'ailleurs les 20 ans, c'est drôle, la semaine dernière, avec le Premier ministre français de l'époque, Lionel Jospin, mais aussi notre secrétaire d'État au numérique auprès du nouveau Premier ministre français, Mounir Majoubi, et tout un ensemble d'amis. Ce qu'on a fait pendant 5 ans, beaucoup de pays s'en sont inspirés, c'est une vraie politique publique en mettant l'État là où il doit être, c'est-à-dire plutôt une partie de la solution qu'une partie du problème, une force qui donne l'exemple. On a beaucoup fait pour développer l'administration électronique, pour développer les données publiques, pour permettre aux gens, entreprises comme citoyens, que le numérique soit un moyen d'améliorer la qualité des services publics. On a équipé les écoles, on a formé les enseignants, on a libéralisé la cryptologie, on a développé
une fiscalité attractive pour nos startups. On a certainement connu pas mal d'échecs, on a aussi connu pas mal de succès. Après, je n'ai pas besoin de revenir pour nos compatriotes et pour nos amis tunisiens qui connaissent souvent mieux la vie politique française que les Français eux-mêmes. Tout ça s'est assez mal terminé avec un certain 21 avril 2002. Et comme moi, je ne suis pas fonctionnaire, après une période à chercher un emploi, j'ai passé 5 ans chez Orange où j'ai été un certain nombre de choses. J'ai été patron de la marque, patron de la stratégie. J'ai dirigé la plus petite filiale d'Orange en France, dans le seul bout de France où Orange n'était pas leader à l'époque, l'île de la Réunion. Et puis je suis devenu patron d'Orange en 1900. Attendez. À un certain moment, ça devait être en 2006, pardon, patron des mobiles. On avait à l'époque un peu plus de 20 millions de clients. Et ça a été une période formidable d'ouverture à la concurrence de la téléphonie mobile en France. Et d'ailleurs, en 2007, quand le président Sarkozy a été élu, j'étais patron d'Orange. J'ai fait partie de ce qu'on a appelé la commission Attali, dont d'ailleurs notre jeune rapporteur adjoint à l'époque n'était autre que Emmanuel Macron, notre nouveau président de la République. Et on a beaucoup travaillé sur la libération des énergies, la libéralisation nécessaire. C'est d'ailleurs à l'époque qu'a été décidé de créer un quatrième opérateur de téléphonie mobile en France, Free. Moi, je retire de cette expérience un sentiment de grande frustration. Les Européens ont échoué à renforcer le leadership mondial dans le numérique qui était le leur à la fin des années 90. Et aujourd'hui, on se plaint des GAFA, on se plaint des NATU. On avait beaucoup de cartes en main, on s'est planté. Aujourd'hui, la plupart de ces entreprises mondiales sont américaines. Et nous, des deux côtés de la Méditerranée, il faut qu'on en tire des leçons, y compris face à notre fréquente naïveté. J'ai ensuite passé 3 ans, et ça vous fera sourire par rapport à l'actualité française dont je vous ai parlé, comme patron du développement international de Canal+, pour la télévision payante. Et en particulier, c'est avec mes équipes que nous avons relancé Canal+ au Maghreb et que j'ai eu le plaisir à l'époque de venir avec le Premier ministre français de l'époque, qui n'était autre que Fillon, en Tunisie, où le Premier ministre tunisien nous avait accueillis. Nous avons aussi lancé Canal+ au Vietnam, où le groupe est toujours présent, et nous avons surtout développé beaucoup le business dans toute l'Afrique subsaharienne. J'étais également patron de la Pologne. Je retiens 2 leçons, moi, de ces 3 ans, que je voudrais partager avec nos amis dans la salle. D'abord, je le dis pour nos amis tunisiens, on a été, là je parle de Canal+, nettoyé par le piratage en peu de temps. Si je vous dis Dreambox, je pense que ça parle à des gens dans la salle. Simplement, il ne faut pas être naïf. Si à un moment, on ne défend pas la création de valeur, il ne faut pas s'étonner ensuite que les entreprises disparaissent. Je me souviens aussi que les principaux droits du foot pour l'ensemble du Maghreb avaient été achetés par le Qatar et par Abu Dhabi, et qu'il y avait un lien assez nettement géopolitique entre sport, télévision payante et identité culturelle. Par rapport à une certaine actualité qui n'a pas changé, qui est même devenue beaucoup plus dramatique, tout ça doit aussi nous servir de leçon quand on parle de rayonnement culturel, mais aussi de liberté d'expression et d'importance des médias, et donc de médias privés qui aient les moyens de se financer, y compris en faisant payer les consommateurs pour les services qu'ils leur rendent. Donc, pour conclure, j'ai pris les rênes de la SACEM, qui est une société privée à but non lucratif, en 2012, et je la dirige depuis 5 ans. Avons-nous un enjeu de développement mondial? Nos vrais concurrents sont des entreprises américaines qui ont derrière elles pour l'une Google Venture et pour l'autre Blackstone, le premier fonds d'investissement américain. Et la bagarre que nous menons, c'est une bataille pour la création, pour la diversité culturelle, pour la rémunération des artistes, auteurs, compositeurs, des éditeurs de musique, qui sont aussi des entrepreneurs, des vraies startups, comme il y en a beaucoup en Tunisie. Sur les industries culturelles et créatives, enfin, en quelques mots. Je suis à l'origine, avec un certain nombre d'amis français, des gens du cinéma, des gens des jeux vidéo, des gens du livre, des gens du spectacle vivant, d'une initiative qu'on appelle aujourd'hui France Créative. France Créative est partie d'une idée simple. En 2012, les Français ont fait leur campagne présidentielle s'agissant de la culture, avec au fond une seule question en tête: est-ce qu'on supprime
la Hadopi qui permet de lutter contre le piratage tout de suite ou plus tard. Ce qui était franchement un sujet grotesque compte tenu de l'importance de la création de valeur. Et à l'époque, on s'est dit, on va essayer au fond de mesurer, et tenez-vous bien, ça n'avait jamais été fait par les Français, combien pèse la culture en France du point de vue économique. La dernière étude en date de France Créative, qui a été faite par le cabinet EY pour la France, date d'il y a 1 an et demi. Nous l'avions d'ailleurs à l'époque présenté à Emmanuel Macron, ministre à l'époque de l'économie. Et l'étude EY a montré que la culture en France donnait 3 chiffres. C'est 85 milliards d'euros de valeur. C'est 1 300 000 emplois. Et enfin, c'est l'un des rares secteurs en croissance avec des emplois souvent peu délocalisables et présents partout dans le territoire. Que ce soit l'argent public des musées ou de l'argent privé à but lucratif ou d'entreprises comme la mienne qui relève de l'économie sociale et solidaire, une entreprise coopérative à but non lucratif, peu importe. Ces chiffres, il faut les retenir parce que pour un pays comme la France, ça veut dire que l'économie de la culture pèse plus que toute l'industrie automobile en termes d'emploi. Et à l'échelle de l'Europe, où une étude a été faite à notre initiative, sachez que rien que le secteur de la musique pèse en France 240 000 emplois, pèse plus d'emplois que toute l'industrie des télécommunications en Europe. Malheureusement, ce n'est pas parce que l'industrie de la musique a beaucoup créé d'emplois, c'est parce que les Européens ont laissé détruire leur industrie des télécoms au profit de l'Asie. Et donc, petit message de conclusion, nous avons également fait une étude mondiale. Cette étude mondiale, qui a été préfacée par celle qui est encore aujourd'hui la directrice générale de l'UNESCO, a montré que la culture au plan mondial, ça crée plus de richesses aujourd'hui que tout le PIB d'un pays comme l'Inde. On prend l'exemple du Moyen-Orient et de l'Afrique. La même étude EY a montré que la culture emploie au moins 2,5 millions à 3 millions de personnes sur le continent et crée un peu plus de 60 milliards de dollars de valeur. Et je voudrais enfin terminer par ça, et en particulier par rapport à mon expérience de comment le piratage a nettoyé un acteur comme Canal+ par 2 fois dans un pays comme la Tunisie. Ne nous y trompons pas. L'étude EY sous-estime probablement de 2 à 3 fois le potentiel économique des industries culturelles et créatives en Afrique, mais en particulier tout au nord du continent et autour de la Méditerranée, au Maghreb et au Machrek. Pourquoi? Parce que vous le savez mieux que moi, des centaines de milliers à des millions d'emplois vivent autour de la culture, mais c'est bien souvent purement du piratage. C'est les CD, les pirates qu'on trouve partout sur les marchés à Tunis. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est la création? Non, c'est la destruction de valeur massive. Les secteurs des industries culturelles peuvent, dans un pays comme la Tunisie, j'en suis certain, créer dizaines de milliers d'emplois, au-delà de cet aspect absolument fondamental du sens qu'ils donnent à la population tout entière et notamment à la jeunesse, d'un monde moderne, d'un monde ouvert, d'un monde libre, d'un monde qui respecte l'égalité entre les femmes et les hommes, d'un monde qui veut construire de manière optimiste des ponts des 2 côtés de la Méditerranée. Donc, nous sommes très attachés à ça. Tout ce que je pourrais faire, et je le dis à notre ambassadeur, y compris s'il y a une occasion de revenir cette fois-ci en vrai parmi vous, je serais trop heureux de le faire. Nous sommes à la disposition de nos amis tunisiens quand ils auront l'occasion de venir à Paris. Vous allez avoir parmi vous un grand exemple des réussites dans les industries culturelles françaises, probablement un des plus beaux exemples avec Denis Ladegari et sa formidable entreprise, qui est le dernier label créé et qui sera peut-être la seule grande major européenne dans quelques années. Voilà toutes les raisons pour lesquelles j'étais vraiment très heureux de partager avec vous, avec des modèles de création de valeur sur lesquels Habib Achour, qui est parmi vous, l'un de mes collaborateurs, pourra partager, comme par exemple, dernier mot, la rémunération pour copie privée. Si vous mettiez en place ce dispositif en Tunisie, que vos voisins algériens ou d'autres pays du continent ont mis en place, c'est plusieurs millions de dollars de création de valeur supplémentaire pour le financement de la culture, sans qu'il en coûte 1 euro aux contribuables, sans qu'il en coûte d'ailleurs 1 euro aux consommateurs. Il y a des modèles modernes qui ne passent pas par de l'argent budgétaire. J'imagine combien le ministre de la Culture tunisien a des difficultés à défendre des budgets évidemment indispensables. Donc pour toutes ces raisons-là, j'étais très heureux de partager avec vous, très heureux de vous parler de numérique.
Très heureux aussi de faire le lien avec l'importance que constituent les industries culturelles et créatives pour l'avenir de nos liens entre Français et Tunisiens. Merci. Si, merci beaucoup.